Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Dans les prochaines minutes, cette analyse montre pourquoi un soi-disant cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz pourrait en réalité être une guerre, pourquoi la stratégie de l'Iran repose sur le coup plutôt que sur la conquête, et pourquoi le message public de Washington pourrait être plus fragile que ses missiles. Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs directs dans le détroit d'Ormuz la nuit dernière. La première chose qu'il faut comprendre, c'est ce que tous les grands médias évitent délibérément. Ce n'était pas une réponse mesurée. Ce n'était pas de petites tapes d'amour. Il n'y a que dans l'univers médiatique à la Trump que des missiles dans le détroit d'Ormuz peuvent être reconditionnés en tape amicale sur l'épaule. Ce qui s'est passé dans ce détroit la nuit dernière était un acte de guerre. Et le fait qu'on continue à appeler cela un cessez-le-feu dit tout sur l'état de délabrement de l'environnement informationnel. Apparemment, si la conférence de presse dit que tout est calme, les explosions sont censées baisser le volume par respect. 3 destroyers américains ont été attaqués. Les gardiens de la révolution iranienne ont tiré des missiles, lancé des drones et envoyé des vedettes d'attaque rapide vers l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason. Washington a répondu par des frappes le long de la côte sud de l'Iran. Quand 2 armées échangent des missiles dans l'une des voies navigables les plus stratégiques de la planète, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est une guerre que personne à Washington n'a le courage politique de nommer. La machine de communication pro-Trump semble croire que si le mot « guerre » n'apparaît jamais sur le téléprompteur, les écrans radars feront poliment semblant de ne rien remarquer. Ayant servi dans le renseignement militaire et étudié la manière dont les gouvernements gèrent la perception en période de conflit actif, je peux dire avec une certitude absolue ce qui se passe ici. Les 2 camps, Washington et Téhéran, participent à une mise en scène soigneusement chorégraphiée, conçue pour éviter les conséquences politiques qu'impliquerait le fait d'admettre ce que tout le monde sur le terrain sait déjà. Ce n'est plus une confrontation froide. Les armes tirent, les missiles volent, et les hommes à bord de ces destroyers ne sont pas là pour une croisière diplomatique. Les détails comptent énormément, parce que la presse traditionnelle enterre les plus importants. Les 3 destroyers concernés, des destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, les véritables chevaux de bataille de la marine américaine, traversaient le détroit d'Ormuz dans le cadre des opérations américaines de sécurité maritime en cours dans le Golfe. Ce ne sont pas de petits navires. Chacun mesure plus de 150 mètres de long et transporte certains des systèmes défensifs les plus sophistiqués jamais déployés en mer. Ils emportent des missiles standards capables d'intercepter des missiles balistiques et des missiles de croisière à longue portée. Ils emportent le système 6 Sparrow pour les menaces de moyenne portée. Et si quelque chose parvient, malgré tout, à traverser ces 2 couches, ils disposent du système d'armes rapproché Phalanx, un canon Gatling de 20 mm guidé par radar, capable de tirer 4500 coups par minute. Ces navires ont été construits précisément pour survivre au type d'attaque que l'Iran a lancé la nuit dernière. Et ils y ont survécu, non pas parce que l'Iran les a affaiblis, mais parce que l'Iran n'a jamais cherché à les couler. C'est la partie que les commentateurs des chaînes d'information en continu ratent complètement. L'Iran n'a pas besoin de couler un destroyer américain pour gagner cet engagement. Durant mon temps comme inspecteur en armement, j'ai appris quelque chose de fondamental sur la façon dont des États comme l'Iran pensent stratégiquement. Ils ne jouent pas au même jeu que Washington. L'Iran ne cherche pas à obtenir une domination militaire au sens conventionnel. L'Iran cherche à imposer des coups. Il cherche à démontrer que le détroit d'Ormuz n'est pas une autoroute gratuite pour la puissance navale américaine. Il cherche à dire à chaque compagnie maritime, à chaque assureur, à chaque acheteur d'énergie en Asie et en Europe que cette voie navigable comporte un risque et que ce risque a un prix. Quand ce cadrage est compris, l'attaque contre ces 3 destroyers prend tout son sens stratégique. L'Iran a coordonné une combinaison de missiles, de drones et de vedettes rapides dans un assaut délibérément échelonné, conçu non pas pour détruire, mais pour démontrer, pour dire « nous sommes là, nous observons et nous pouvons vous atteindre ». La réponse américaine a été rapide et, à mettre au crédit du Pentagone, raisonnablement ciblée. Les frappes ont touché des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et de contrôle, des installations radars et de renseignement, des infrastructures navales près de Bandar Abbas et autour de l'île de Keshmé, ainsi que plusieurs vedettes d'attaque rapide de la marine du corps, des gardiens de la révolution islamique. Il ne s'agissait pas de frappes destinées à déclencher une guerre à grande échelle. Elles visaient à dégrader des capacités précises et à envoyer un message de dissuasion. Mais dégrader ces capacités dans un seul ensemble de frappes ne neutralise pas la position stratégique de l'Iran, même pas proche. Des évaluations du renseignement américain, désormais partiellement divulguées à des médias occidentaux, indiquent que l'Iran conserve encore environ 75% des lanceurs de missiles qu'il possédait avant le début de ce conflit. 70% des missiles eux-mêmes restent opérationnels. L'Iran a rouvert presque toutes les installations de stockage souterraines dont les entrées avaient été frappées plus tôt dans la campagne.
Et selon des informations du Wall Street Journal, l'Iran assemble activement des missiles qui étaient presque terminés avant le début des hostilités. Quand Trump passe à la télévision et décrit des drones iraniens tombant dans l'océan comme des papillons, il fait une déclaration politique, pas une évaluation stratégique. Il faut une forme très particulière de poésie de campagne pour regarder un échange de missiles et penser aux papillons. La réalité froide, dure et inconfortable, c'est que la base industrielle iranienne des missiles n'a pas été détruite. Elle a été dérangée. La dimension économique de ce conflit est tout aussi importante, parce qu'elle explique pourquoi l'Iran pourrait être beaucoup plus résilient que Washington ne veut l'admettre. Le blocus américain des ports iraniens, en place depuis la mi-avril, est une arme économique sérieuse. Je ne le minimise pas. Bloquer les exportations de pétrole frappe le régime iranien là où il est le plus vulnérable, dans ses revenus. Et le pétrole n'est pas une marchandise que l'on peut simplement arrêter et redémarrer comme un robinet. Lorsque la production est contrainte de diminuer rapidement, la pression des puits change, les infrastructures de transport se grippent et le retour à une pleine capacité de production peut coûter des milliards et prendre des mois. Les nappes de pétrole qui apparaissent maintenant près de l'île de Karg, principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran, sont une conséquence directe de cette pression. Que ces nappes proviennent de fuites de pipeline ou de déversements volontaires en mer parce que les capacités de stockage terrestre sont épuisées, elles racontent la même histoire. L'économie pétrolière iranienne est soumise à une pression sévère. Mais voici ce que les partisans du blocus à Washington ne disent pas. Le renseignement américain estime aussi que l'Iran peut soutenir la pression actuelle pendant au moins encore 90 jours, voire beaucoup plus longtemps. La raison de cette endurance se trouve dans une caractéristique structurelle de l'économie iranienne que la plupart des analystes occidentaux comprennent fondamentalement mal. Et elle porte un nom qu'il faut comprendre, Khatam al-Anbiya. La plupart des gens à l'extérieur du Moyen-Orient n'en ont jamais entendu parler. Ce n'est pas un accident. Khatam al-Anbiya n'est pas une entité unique. C'est un mécanisme stratégique à double usage qui fonctionne simultanément comme moteur économique et comme infrastructure de commandement militaire du corps des gardiens de la révolution islamique. Sur le plan économique, le quartier général de construction Khatam al-Anbiya contrôle un vaste réseau de contrats d'infrastructures à l'intérieur de l'Iran. Routes, barrages, tunnels, projets énergétiques, installations de production de missiles. Il canalise des milliards de dollars directement vers le budget opérationnel du corps des gardiens de la révolution islamique, en contournant complètement le trésor officiel du gouvernement iranien et donc en contournant largement l'effet des sanctions internationales. Quand Washington sanctionne les exportations pétrolières de l'Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique ne se retrouve pas simplement à court d'argent. Il puise dans son économie interne et dans l'empire de construction qu'il a bâti pendant des décennies et il continue à fonctionner. C'est pourquoi le blocus, aussi efficace soit-il, n'a pas provoqué l'effondrement économique rapide que certains à Washington avaient prédit. Le slogan peut promettre une pression instantanée et une victoire instantanée, mais le monde réel refuse encore de se comporter comme un décor de rassemblement électoral. Sur le plan militaire, Khatam al-Anbiya exploite une structure de commandement d'urgence, un quartier général central de coordination qui intègre l'armée iranienne, les gardiens de la révolution, les forces de sécurité intérieure et le commandement opérationnel maritime qui gère la confrontation actuelle dans Hormuz. Ce n'est pas une simple chaîne de commandement. C'est une architecture de commandement redondante et distribuée, délibérément conçue pour survivre à des frappes ciblées sur des nœuds individuels. Quand Israël et les États-Unis frappent des commandants au sein de ce système, ils causent de véritables dommages au rythme de décision de l'Iran. Je ne minimise pas ces frappes. Mais l'architecture elle-même tient toujours et l'Iran remplace déjà les commandants éliminés par le niveau suivant d'officiers, formés précisément pour ce genre de scénario. Cela mène directement aux installations souterraines. Et c'est là que les choses deviennent vraiment alarmantes. De nouvelles images satellites provenant de fournisseurs commerciaux ont repéré ce qui semble être une activité importante dans un complexe souterrain profond à l'intérieur de l'Iran, y compris le blocage apparent d'entrée de tunnels d'une manière compatible avec des efforts visant à dissimuler des matériaux ou de l'équipement à l'observation aérienne. L'Institute for Science and International Security a signalé ce site comme n'ayant jamais été soumis à une inspection internationale. On ne sait pas avec certitude ce qui est caché à l'intérieur de cette montagne. Mais d'après mon expérience comme inspecteur en armement des Nations Unies, lorsqu'un régime doté d'un programme nucléaire actif commence à sceller des entrées de tunnels dans une installation souterraine non inspectée pendant un conflit militaire actif, l'éventail des explications bénignes est extrêmement étroit. Et ce n'est même pas la partie la plus alarmante de ce tableau, même pas proche. La couche suivante de cette situation est l'endroit où toute la logique stratégique de ce conflit commence à se défaire d'une manière qui devrait terrifier quiconque y prête attention.
Le détroit d'Ormuz lui-même doit être compris parce que la plupart des gens n'ont pas une perception viscérale de ce qui est réellement en jeu dans cette étroite étendue d'eau. À son point le plus étroit, le détroit mesure environ 33 km de large. Environ un quart du commerce mondial de pétrole transporté par mer y transite, pas seulement du pétrole américain, pas seulement du pétrole du Moyen-Orient. L'approvisionnement énergétique du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde, de la Chine, de la majeure partie de l'Asie du Sud-Est, de larges portions de l'Europe, tout cela transite par ce point d'étranglement. Quand le corps des gardiens de la révolution islamique envoie des vedettes rapides vers des destroyers américains dans ce détroit, il n'attaque pas seulement la marine américaine. Il braque une arme sur la tête de l'économie mondiale. Et Téhéran sait que ce n'est pas un accident de la géographie. L'Iran a passé 30 ans à construire une doctrine militaire spécifiquement conçue pour exploiter cette réalité géographique. Le concept d'opération iranien dans Hormuz est échelonné et sophistiqué d'une manière que les commentateurs américains sous-estiment constamment. Premièrement, il y a la menace des missiles balistiques lancés depuis la côte, des armes capables d'atteindre des navires n'importe où dans le Golfe avec un délai d'alerte minimal. Deuxièmement, il y a la menace des drones, plus petits, moins chers et beaucoup plus nombreux que les missiles conventionnels, capables de saturer les systèmes défensifs par le simple volume. Troisièmement, il y a les essaim de vedettes d'attaque rapide, petites, rapides, difficiles à suivre au radar dans un environnement maritime encombré, capable de transporter des missiles anti-navires, des torpilles ou simplement de percuter un navire et de faire exploser une charge explosive. Et quatrièmement, et c'est l'élément dont on parle rarement, il y a les mines. L'Iran possède l'un des plus grands inventaires de mines navales au monde. Déployer ces mines dans les voies de navigation d'Ormuz ne nécessite pas qu'un seul soldat tire un seul coup de feu. Il suffit d'un bateau, de l'obscurité et de patience. N'importe lequel de ces systèmes est gérable. Les quatre en même temps, coordonnés par une structure de commandement qui reste opérationnelle malgré des semaines de frappes américaines, représentent une menace réelle pour la liberté de navigation dans l'une des voies maritimes les plus cruciales de la planète. C'est pourquoi l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'US Mason ne sont pas seulement 3 navires en patrouille. Ils sont une déclaration. Ils sont Washington disant « Nous ne permettrons pas à l'Iran de fermer ce détroit. Nous le traverserons sous le feu si nécessaire. Nous assumerons le coût politique d'un incident pour démontrer que le passage reste ouvert. » C'est une position stratégique défendable, mais c'est aussi un pari aux enjeux énormes parce que la dissuasion ne fonctionne que si l'Iran croit que les États-Unis vont réellement escalader en réponse à une frappe sérieuse. Et pour l'instant, avec Trump qui décrit l'échange comme des petites tapes d'amour et insiste sur le fait que le cessez-le-feu reste intact malgré un échange actif de missiles, Téhéran a toutes les raisons de se demander si cet engagement d'escalade est réel. Quand la ligne officielle sonne plus douce que le bruit des tirs entrants, les adversaires n'entendent pas la paix. Ils entendent un espace pour tester les murs. Ayant passé des années à étudier la manière dont les agences de renseignement analysent la prise de décision adverse, je peux dire comment les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique interprètent cette déclaration. Ils ne la lisent pas comme un réconfort, ils la lisent comme de l'ambiguïté. Et dans une compétition stratégique, l'ambiguïté ne produit pas la prudence. Elle produit des sondages. Elle produit un autre test, légèrement plus agressif que le précédent, conçu pour cartographier les limites exactes de la tolérance américaine. Et l'avant-dernière nuit, c'est précisément ce qu'ils ont fait. Ils ont sondé. Ils ont trouvé la limite. Et maintenant, ils calculent s'ils peuvent la pousser plus loin. L'incident avec le MT Hasna révèle quelque chose de crucial sur l'état actuel de la pensée opérationnelle américaine. Un pétrolier iranien qui tentait de briser le blocus a été intercepté par un F-8 Super Hornet lancé depuis l'USS Abraham Lincoln. L'avion n'a pas coulé le pétrolier. Il a tiré avec son canon de 20 mm sur le système de gouverne du navire. Un tir de précision conçu pour neutraliser sans détruire. C'est un message calibré au millimètre. Il dit « Nous vous voyons, nous pouvons vous arrêter et aujourd'hui nous choisissons de ne pas vous tuer ». Il est conçu pour communiquer la détermination tout en préservant un espace diplomatique. Mais c'est aussi un message qui a une date d'expiration. On ne peut tirer des coups de semonce qu'un certain nombre de fois avant que l'autre camp cesse de croire que les coups de semonce sont tout ce qu'il y a. Un coup de semonce reste une stratégie seulement jusqu'à ce qu'il commence à ressembler à toute la politique. Les rapports selon lesquels l'Arabie Saoudite et le Koweït ont d'abord restreint l'utilisation américaine de leurs bases et de leur espace aérien durant cette phase des opérations méritent beaucoup plus d'attention qu'ils n'en ont reçu. Ces restrictions, même si elles ont été levées par la suite, révèlent quelque chose de fondamental sur la dynamique politique entourant ce conflit. Les États du Golfe veulent que l'Iran soit affaibli. Ils veulent que le corps des gardiens de la révolution islamique soit dégradé. Ils veulent que la menace des missiles soit neutralisée. Mais ils sont terrifiés par des représailles iraniennes. Les frappes contre Abu Dhabi et Dubaï
l'activation des systèmes de défense aérienne au-dessus des Émirats, les explosions près des infrastructures énergétiques. Voilà la réponse de l'Iran à la coopération des États du Golfe avec Washington. Téhéran envoie un message directement à Riyad et à Koweït City. Votre coopération avec les Américains, faites-vous une cible, et ce message est reçu. C'est le piège stratégique dans lequel les États-Unis sont entrés dans le Golfe, et c'est un piège que j'ai vu les planificateurs américains échouer à pleinement prendre en compte à répétition au cours de 3 décennies d'engagement au Moyen-Orient. Une coalition régionale contre l'Iran ne peut pas être construite pendant que l'on permet simultanément à l'Iran de menacer de façon crédible chaque membre de cette coalition. Les États du Golfe ne vont pas s'associer ouvertement aux opérations militaires américaines si le prix de ce partenariat est que des missiles balistiques iraniens tombent près de leurs terminaux pétroliers. Et sans ce partenariat régional, sans droit de stationnement, sans autorisation de survol, sans partage du renseignement, sans soutien logistique, la projection de puissance américaine dans le Golfe devient beaucoup plus difficile, plus coûteuse et plus exposée. Ce que les grands médias ne diront pas, ce que les porte-paroles dans les bureaux confortables de Washington passent sous silence, c'est que l'Iran a passé les 20 dernières années à se préparer exactement pour ce moment, non pas pour gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis. L'Iran n'est pas stupide. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec les groupes aéronavals américains dans un combat frontal. Ce à quoi il s'est préparé, c'est une guerre d'épuisement, une guerre de coups, une guerre conçue pour rendre la présence militaire américaine dans le Golfe si coûteuse politiquement et économiquement que Washington finisse par décider que le prix est trop élevé. Et en ce moment, avec la hausse des prix du pétrole, l'explosion des primes d'assurance pour le transit par Hormuz et des centaines de navires commerciaux qui se déroutent déjà ou attendent au mouillage, la stratégie iranienne produit des résultats mesurables. Voilà le problème quand on gouverne par fanfaronnade. Le marché du transport maritime vérifie encore le risque, pas la réplique qui fait applaudir. Il est important d'être clair sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, parce que la précision compte énormément ici, et les médias font un travail catastrophique pour tracer cette distinction. Ce que l'on sait est ceci. Des images satellites provenant de fournisseurs commerciaux ont identifié une activité récente dans un complexe souterrain profond à l'intérieur de l'Iran, qui n'a jamais été soumis à une inspection internationale. Cette activité comprend ce qui semble être le blocage ou le scellement délibéré d'entrée de tunnels, un schéma qui, selon mon jugement professionnel, est compatible avec des efforts visant à dissimuler des matériaux, de l'équipement ou des travaux en cours à l'observation aérienne. L'Institute for Science and International Security a spécifiquement signalé ce site. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce qui se trouve exactement à l'intérieur de cette montagne. On ne sait pas si elle contient des stocks d'uranium enrichis, si elle abrite des cascades de centrifugeuses, si c'est une installation d'assemblage de têtes nucléaires ou si elle contient toute autre chose. Mais voici ce que mes 2 décennies d'expérience dans ce domaine m'ont appris. Lorsqu'un régime qui a une histoire documentée de dissimulation d'activités nucléaires aux inspecteurs internationaux commence à sceller des entrées de tunnels pendant un conflit militaire actif, alors qu'il croit que l'attention du monde est concentrée sur les missiles et les destroyers dans le détroit, il ne le fait pas parce qu'il n'a rien à cacher. L'évaluation actuelle de la communauté du renseignement, partiellement divulguée aux médias occidentaux au cours des derniers jours, ajoute un contexte crucial à ce tableau. Selon ces évaluations, l'Iran a conservé environ 70% de ses missiles et 75% de ses lanceurs de missiles. Il a rouvert presque toutes les installations de stockage souterraines dont les entrées de surface avaient été frappées pendant les campagnes de bombardement américaines. Il assemble activement des missiles à partir de composants qui se trouvaient à différents stades d'achèvement lorsque les hostilités ont commencé. Et voici le détail qui devrait glacer le sang de tout professionnel du contrôle des armements. Les évaluations indiquent également que l'Iran possède beaucoup plus d'uranium enrichi et un nombre beaucoup plus élevé de centrifugeuses opérationnelles que ne le suggéraient les estimations d'avant-conflit. Il faut laisser cela pénétrer un moment. Malgré des semaines de frappes américaines et israéliennes qui ont été décrites à Washington comme historiques, comme sans précédent par leur portée et leur précision, l'infrastructure nucléaire de l'Iran est plus intacte que la communauté du renseignement ne le pensait avant que les bombes ne commencent à tomber. Alors pour le tour d'honneur, on repassera, les faits sont encore debout dans les décombres, refusant d'applaudir sur commande. Ce n'est pas une note de bas de page mineure, c'est une remise en cause fondamentale des hypothèses stratégiques qui ont justifié toute cette campagne. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux nouvelles du continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.